Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous devez savoir en tant que débutant dans le day trading. Que vous soyez totalement débutant, que vous ayez des connaissances des marchés financiers, tant que vous n'êtes pas un day trader professionnel, vous allez sûrement apprendre quelque chose dans cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que le day trading? Il s'agit tout simplement d'acheter des actions qui vont monter. En d'autres termes, un day trader veut profiter de la volatilité. Si les marchés ne bougent pas, alors on aura du mal à faire des profits. C'est à nous de trouver la volatilité sur les marchés en cherchant les catalyseurs comme les résultats des entreprises, les communiqués de presse et tout autre type de nouvelles. On cherche donc des actions qui vont rapidement monter ou descendre d'ailleurs. Et pour ça, on va chercher les moments où il y a le plus de volume. S'il y a beaucoup de volume, ça signifie qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs et donc que les marchés vont être plus volatiles. Généralement, on va avoir beaucoup de volume et de volatilité à l'ouverture d'un marché et pendant la première heure. Quand on a beaucoup de volume, on a aussi beaucoup de liquidité. Ça veut dire qu'il est facile de rentrer et sortir d'une position parce qu'il y a beaucoup de monde pour l'acheter ou pour la vendre. Donc la liquidité, c'est aussi quelque chose d'important quand on est day trader, surtout si on veut prendre des grosses positions. Personnellement, je me concentre toujours sur l'ouverture du marché, ce que j'appelle aussi l'open, parce que c'est là que je trouve les mouvements les plus explosifs. Quand je trade les actions, je vais rarement regarder toute la journée. Je vais me concentrer sur les moments où il y a de la volatilité pour prendre un ou deux trades, atteindre mon objectif, puis après je vais aller me détendre un petit peu. Vous savez à quel point on peut vite perdre de l'argent en trading, donc quand on a de l'argent dans sa poche, ce qu'on veut c'est pouvoir le garder. Donc maintenant on sait que ce qu'on veut c'est des marchés volatiles, des marchés qui vont bouger. Maintenant la difficulté ça va être de trouver des actions ou des cryptos, ou quel que soit ce que vous tradez, mais quelque chose qui va bouger de manière prévisible. Et c'est là la difficulté pour tous les traders. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un mouvement prévisible et qui comporte pour autant un risque réduit? Parce que chaque fois qu'on va prendre un trade, on va s'exposer à un risque. Donc on cherche à minimiser ce risque. C'est ce que j'appelle trouver le bon setup, trouver la bonne opportunité. Un bon setup, c'est une opportunité de prendre un trade avec un risque aussi faible que possible. Donc pour un bon setup, ce qu'on veut, c'est si on risque 100 dollars par exemple, alors potentiellement on pourra en gagner 300. C'est ce qu'on appelle un risk-reward de 3. Certains disent risk-reward ratio ou RRR. Généralement, on va chercher un risk-reward élevé. Si vous risquez 100 dollars pour en gagner 10, il y a très peu de chances que vous y arriviez dans le trading. Je vous conseille de vous concentrer sur des risk-reward de l'ordre de 3, mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Il y a des gens qui deviennent très bons avec un risk-reward de 1 ou de 2. Donc comme je viens de le dire, on veut réduire notre risque et augmenter au maximum notre potentiel de gain. Et trouver ce genre d'opportunité, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. En tant que débutant, vous ne serez pas en mesure d'identifier les meilleurs setups et reconnaître ceux qui sont le plus mauvais dès le début. Ce sur quoi il faut que vous vous concentriez en tant que débutant, c'est comprendre tout ce qui peut faire bouger et tout ce qui peut créer un grand mouvement. Que ce soit un tweet d'Elon Musk, la découverte d'un nouveau traitement, ce qu'on veut, c'est trouver là où l'action se passe. Alors, maintenant on va voir pourquoi la plupart des traders finissent ruinés. Le day trading, déjà, ça demande d'être très réactif et d'avoir beaucoup de discipline. Il y a beaucoup de nouveaux traders qui n'auront pas la capacité à prendre de bonnes décisions et garder leur calme lorsqu'ils sont sous pression. Et c'est notamment vrai lorsqu'ils sont en perte. Donc la discipline et la capacité d'analyse, ce sont des muscles qu'il faut entraîner. Votre capacité à prendre des bonnes décisions rapidement et suivre vos règles de trading vont largement améliorer vos résultats. Donc comme je viens de vous le dire, le day trading, ça demande d'être très réactif et d'avoir beaucoup de discipline. Par exemple, quand on entend qu'un grand groupe tel que Amazon va racheter une entreprise, la première réaction, ça va être d'acheter massivement l'action concernée, mais il faut être en mesure de prendre une décision rapide pour savoir si vraiment c'est intéressant ou non d'acheter cette action. Il faut également être assez discipliné pour savoir si ça correspond à nos règles de trading. Est-ce que ça correspond vraiment à notre stratégie? En plus de ça, il faut se demander quelle est la taille de la position qu'on va prendre, où est-ce qu'on va mettre son stop. Être capable de prendre toutes ces décisions rapidement fait partie du travail d'un day trader. Il faut être capable d'être multitâche. Mais pas seulement multitâche, il faut aussi être en mesure d'être multitâche même sous le stress. Souvent au début, sous la pression, beaucoup de traders vont simplement rester paralysés. Ce n'est pas forcément grave lorsqu'on n'a pas encore pris de position, mais être paralysé lorsqu'on est en position et que ça se retourne contre nous, ça peut coûter très cher. Il s'agit donc surtout de savoir maîtriser ses émotions. Et c'est souvent le plus difficile lorsque le marché n'est pas en notre faveur. En tant que trader, vous allez forcément rencontrer des périodes où vous allez avoir 2, 3 ou 4 fois de suite une perte. Et il faudra malgré tout maintenir votre calme et savoir rebondir et enchaîner. La discipline et la capacité d'analyse, ce sont, je vous l'ai déjà dit, des muscles qu'il faut entraîner. Votre capacité à prendre des bonnes décisions rapidement et suivre vos règles de trading, c'est ça qui va vraiment déterminer vos résultats. Et donc, vous devez entraîner cette discipline et cette capacité d'analyse en permanence. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois et qu'après c'est terminé. C'est quelque chose qu'il va falloir acquérir dans un premier temps, mais maintenir, qu'il va falloir continuer d'entraîner.
Si vous vous laissez aller, vous allez régresser. Et ça, c'est toujours vrai, même après des années de trading. Alors, il y a effectivement certaines compétences, notamment sur l'analyse, sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser. Par exemple, avec l'entraînement, vous saurez beaucoup plus rapidement analyser un graphique. Ce n'est pas quelque chose que vous risquez de perdre, ça c'est un peu comme le vélo. En revanche, tout l'aspect psychologique, vous devrez le travailler quotidiennement. Vous pourrez toujours améliorer vos compétences, car c'est un métier où on est en permanence en train d'apprendre, ce qui est particulièrement stimulant d'ailleurs. Par exemple, pendant cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de risk management. C'est un sujet sur lequel on peut quasiment toujours s'améliorer. Alors la question maintenant, c'est comment on va trouver de bons trades. Alors, trouver les meilleures opportunités, c'est l'une des choses les plus difficiles. Souvent, en prenant du recul en fin de journée, il y a certaines opportunités qui vont nous paraître évidentes. Le plus dur, c'est de réussir à identifier ces opportunités lorsqu'elles sont en train de se réaliser. Alors, une fois qu'on a trouvé une action suffisamment volatile pour envisager un bon profit, on doit trouver un bon point d'entrée et un bon point de sortie. Moi, pour ça, j'utilise deux-trois patterns assez simples. Et surtout, je me contente des meilleurs setups et j'attends patiemment jusqu'à ce que j'en vois un qui vaille vraiment la peine. Généralement, pour faire ça, on va utiliser des outils, notamment les scanners. De cette manière, on va pouvoir effectuer un premier filtre. Après, je vais effectuer un autre filtre où je vais chercher les setups qui fonctionnent bien pour moi. Mais il faut que vous compreniez que chaque trader traite différemment. L'important ici, ça va être de trouver ce qui vous convient le mieux. Pour autant, je vais partager avec vous quelques stratégies qui fonctionnent bien pour moi. Vous pourrez toujours les ajuster ou en trouver d'autres si vous le souhaitez. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on ne va pas prendre de risques sur les marchés tant qu'on n'a pas une stratégie adaptée. Autre point important, il faut apprendre à être patient. Être patient, c'est extrêmement important pour votre succès à long terme. La plupart du temps, il va falloir savoir rester sur le banc de touche et attendre de meilleures opportunités. Si on essaie de trader pendant de mauvaises conditions de marché, on a de grandes chances de perdre de l'argent. La patience, c'est vraiment une des plus grandes qualités d'un trader. Alors je vous rassure, au début personnellement, je n'étais pas du tout patient, mais quand on commence à encaisser des pertes parce que justement on s'impatiente et qu'on prend des setups qui sont de mauvaise qualité, on apprend à devenir patient. Ensuite, stratégie et edge. Alors comme je viens de vous le dire, moi je suis un trader de pattern. Je ne me préoccupe pas de ce que font les entreprises, je ne me préoccupe pas des résultats d'une entreprise, je me concentre sur les graphiques. Je me concentre sur les tickers. Je connais même mieux les tickers que le nom des entreprises. Je me suis entraîné à me préoccuper qu'aux tickers, aux patterns et aux graphiques. La plupart du temps, je ne regarde même pas vraiment les fondamentaux. Ceci étant dit, je vais quand même chercher un catalyseur fondamental lorsqu'une action est en mouvement. Si une entreprise prend plus de 80% sur la journée, je veux savoir pourquoi. Peut-être que c'est grâce à un brevet, peut-être que c'est grâce à un rachat, mais il faut au moins que je comprenne quelle est la nouvelle. Mais au-delà de ça, je ne vais pas aller voir leur compte de résultats, l'assemblée générale, ça c'est quelque chose que je vais faire sur mes investissements long terme. Mais là on parle de day trading. Chaque trader doit avoir un edge. C'est important de comprendre qu'il y a des millions de traders, des millions de façons de trader, mais chacun doit trouver son edge, sa propre stratégie gagnante. Mon edge, c'est de me concentrer sur les patterns. Notre cerveau est conçu pour reconnaître les schémas dans la nature, car c'est de la manière qu'il avait d'interpréter et anticiper le danger dans la nature. En trading, tout le monde reconnaît assez facilement les résistances, les supports. C'est ce qui crée des opportunités car ces schémas vont se répéter. Même si j'ai tort 40% du temps et que je perds, j'arrive quand même à gagner de l'argent grâce à mon risk management. Et dans cette vidéo, je vais vous décrire les règles que j'utilise pour mon risk management, mais si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous mets en description. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est qu'il n'y a aucun trader qui a raison 100% du temps. Il y a même certains traders qui arrivent à gagner de l'argent en ayant raison seulement 10% du temps. Un autre point important, c'est que 80% du volume, si ce n'est plus, provient des algorithmes de trading haute fréquence. Ça veut dire qu'on est en train de trader contre des ordinateurs. Alors si vous avez déjà joué aux échecs contre un ordinateur, vous savez que vous avez quand même de grandes chances de perdre. C'est-à-dire que la plupart des graphiques qu'on voit sont le résultat des actions des ordinateurs. En revanche, ça veut dire que ces ordinateurs peuvent aussi générer des patterns que l'on pourra exploiter, même si c'est extrêmement difficile. Autre point important, il arrive parfois que ces ordinateurs ne représentent pas une majorité du volume sur certaines actions. En effet, il peut arriver que le retail représente la majorité du volume lorsqu'une action attire l'attention de nombreux traders. Donc le retail, c'est quoi? Bien, c'est l'opposé des institutionnels, ça correspond en fait à tous les traders ou investisseurs indépendants. Alors que les institutionnels correspondent aux fonds d'investissement, aux market makers, etc. Alors, l'avantage lorsqu'on trade face au retail, c'est qu'il est prévisible car il est guidé principalement par ses émotions. De plus, il est beaucoup moins réactif que les ordinateurs. On va donc se concentrer sur les actions qui attirent le retail. Généralement, il va s'agir d'actions qui font un gap, c'est-à-dire qu'il y a un écart important entre le cours auquel elles ont clôturé la veille et le cours auquel elles ouvrent aujourd'hui. On verra donc des caps qui vont de 20, 30, 40, 50, voire 100%. Et généralement, ce sera dû à une nouvelle, comme je l'ai dit précédemment, qui va attirer la plupart des investisseurs retail. Et l'ensemble du retail qui se met à acheter va parfois prendre le dessus sur les ordinateurs des institutionnels. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler récemment, notamment avec les stocks comme GME et AMC. Et avant ça,
avec les actions dans le secteur de la santé pendant la crise Covid. On voyait des gros mouvements, on voyait énormément de volume et c'était entre autres du fait des investisseurs retail. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va parfois y avoir des tendances ou un secteur qui va se mettre à être très volatile, notamment du fait d'événements géopolitiques, économiques, etc. Personnellement, moi j'aime beaucoup me concentrer sur ces phases d'euphorie et comprendre comment elles vont se matérialiser sur des graphiques afin d'en tirer profit. Ces phénomènes d'euphorie, ils existent depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des bulles, il y en aura toujours, que ce soit en 1636 avec la bulle sur les tulipes aux Pays-Bas, que plus récemment sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, il y aura toujours des actifs qui feront des multiples de x10, x50, x100, et dont les bons spéculateurs pourront tirer beaucoup de profit. Et dans le cadre du day trading, ce qui va créer l'euphorie, la plupart du temps, ce sera une nouvelle positive. Une fois qu'on a identifié là où se passe l'action, là où le retail est susceptible d'être émotif, on va chercher des patterns qui vont nous permettre d'optimiser notre profit. Personnellement, j'utilise beaucoup les chandeliers japonais pour identifier ces patterns. Et je vais vous faire d'ailleurs un bref rappel de comment ça se présente. Alors les chandeliers japonais prennent cette forme-là. Le chandelier de gauche est un chandelier haussier, c'est-à-dire qu'il nous indique que le mouvement a été à la hausse, et ça on le sait parce que c'est vert. Et à l'inverse, celui de droite, qui est rouge, nous indique que le mouvement a été à la baisse. Un chandelier, ça va nous donner 4 informations. Le bas va nous donner tout simplement le bas durant la période écoulée, c'est-à-dire que si vous regardez sur une période de 15 minutes, si vous prenez ce qu'on appelle une time frame de 15 minutes, le chandelier va représenter le mouvement sur une durée de 15 minutes. Donc le bas représente le bas de ce mouvement, le haut de ce mouvement. Le haut du chandelier, quand il est vert, c'est-à-dire le haut du rectangle, va représenter là où ça a clôturé, et le bas du chandelier, quand il est vert, va représenter là où ça a ouvert. A l'inverse, lorsque le chandelier est rouge, lorsque le rectangle est rouge, le haut va représenter l'ouverture, et le bas du rectangle, la fermeture. Ça nous indique donc qu'on a eu un mouvement à la baisse. La forme de ces chandeliers japonais peut nous donner des informations sur la conviction du marché. Quand on voit de grands chandeliers verts, ça va nous indiquer qu'il y a une conviction plutôt haussière. Et ça pourrait être confirmé par des chandeliers rouges relativement petits, qui vont prouver que la force baissière est assez limitée. Donc je reviendrai plus tard sur les différents patterns qu'on peut identifier grâce aux chandeliers japonais. La question maintenant, c'est que font les autres traders? Alors, certains se concentrent sur les indicateurs techniques, RSI, MACD, croisement des moyennes mobiles, etc. Ils vont parfois trouver des stratégies avec des très bons win rates. Personnellement, je pense qu'il est plus important de savoir interpréter la psychologie de marché que d'essayer de trouver à tout prix une combinaison d'indicateurs qui fonctionne. Les indicateurs vont souvent nous donner des informations qu'il est possible d'interpréter sans ces indicateurs lorsqu'on commence à avoir un peu d'expérience. J'ai d'ailleurs pu constater que plus un trader est rentable, moins il a d'indicateurs. Le gros problème lorsqu'on cherche à tout prix une stratégie qui fonctionne avec des indicateurs techniques, c'est qu'on risque de faire ce qui s'appelle de l'overfitting. C'est-à-dire qu'on va ajuster nos indicateurs techniques de manière à ce qu'ils nous garantissent un certain win rate. Sauf que si on ajuste trop, on va trouver une stratégie qui a très bien fonctionné sur les 3 mois passés, ou sur la période étudiée, mais qui va très mal fonctionner sur la période à venir. Quand on crée une stratégie, on veut s'assurer qu'elle a une dimension logique et qu'elle ne comporte pas trop de paramètres, pour éviter justement l'overfitting. Donc si vous utilisez des indicateurs techniques pour vos stratégies, rappelez-vous bien qu'il ne faut pas trop en utiliser, ni trop modifier leurs paramètres si vous souhaitez que votre stratégie fonctionne en réel et pas seulement en backtesting. Personnellement, c'est pour ça que je préfère les patterns, parce que les patterns seront toujours là et ils seront toujours reconnus par les autres traders. Après, effectivement, on va pouvoir trouver des patterns dans les indicateurs. Et c'est aussi quelque chose qui fonctionne assez bien. Je pense notamment aux divergences, que ce soit sur le RSI ou sur le MACD. Ensuite, on va trouver certains day traders qui scalpent les gros pics de volume. Ce sont les day traders qui vont généralement avoir des scanners qui vont les prévenir lorsqu'il y a un pic de volume. Personnellement, je pense qu'il est déjà trop tard lorsqu'on est sur un pic de volume. Ce qu'on veut, c'est pouvoir anticiper ces gros pics de volume de manière à pouvoir se positionner avant. Le risque lorsque vous vous positionnez sur des gros pics de volume, c'est que vous serviez de liquidité aux gens qui souhaitent sortir. Je sais que certains traders utilisent les pics de volume et le volume pour pouvoir shorter, c'est-à-dire parier à la baisse. À ma connaissance, c'est même une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Mais elle est particulièrement risquée, donc je ne vais pas vous la recommander si vous êtes débutant. Enfin, on va avoir les traders qui se concentrent sur les retournements. Donc il y a évidemment d'autres stratégies de retournement que de se concentrer sur les pics de volume et de volatilité. Le problème de ce genre de stratégie, selon moi, c'est qu'elle ne permet pas de faire des filtres. Il faut regarder un tas d'actions en permanence de manière à identifier un potentiel retournement. Je trouve que ça demande beaucoup de temps et que ça n'est pas forcément une gestion efficace car la plupart du temps les actions ne bougent pas beaucoup. Personnellement, je préfère me concentrer sur ce qui va attirer l'attention des autres day traders. Alors ensuite, les patterns. Alors plus il y a de traders qui utilisent un pattern, plus il fonctionne. C'est logique parce que
Je vous donne un exemple, si tout le monde voit un niveau support où il est intéressant d'acheter, alors ce niveau support a de grandes chances de tenir. Encore une fois, je me concentre sur le volume, car c'est là qu'il y a la majorité des traders retail. Et ce sont les traders retail qui vont pouvoir reconnaître également des patterns comme les bull flags, les wedges, etc. Par expérience, j'ai pu remarquer que les patterns fonctionnent principalement sur les actions qui vont avoir des volumes importants. Plus précisément, il faut que ces actions aient un volume relatif important par rapport aux journées précédentes. Retenez bien ça, il faut regarder le volume d'un point de vue relatif. Il y a des actions qui vont faire des volumes de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards par jour, comme Apple. Pour autant, leur volume relatif peut être relativement faible. Le volume relatif, c'est le volume d'une journée par rapport à la moyenne des 10 derniers jours ou par rapport à la veille. C'est un indicateur que j'utilise beaucoup puisqu'il me permet de reconnaître lorsqu'une action fait l'objet de beaucoup d'intérêt sur la journée. Alors mon pattern favori, c'est tout simplement les breakouts. J'achète soit après le breakout, soit en anticipation lorsque le breakout me paraît évident. Il faut éviter d'acheter pendant la phase de consolidation, car ça peut grignoter le capital petit à petit. Ici, vous pouvez bien voir ce que j'appelle la consolidation, puisque vous avez eu un gros mouvement à la hausse, puis ça a commencé à se stabiliser, ça a été horizontal pendant un certain moment, puis c'est reparti à la hausse. C'est cette phase-là qu'on veut éviter. Vous pouvez aussi également voir que j'ai vendu sur la résistance horizontale parce que c'était en plus de ça un chiffre rond et que c'était aussi le précédent plus haut. Si cette résistance des 7 dollars avait été franchie, ça aurait aussi pu être une bonne entrée. La plupart du temps, je vais chercher à ce que le scénario que j'anticipe se réalise tout de suite. Ça, c'est un point majeur puisque on veut s'exposer au marché le moins longtemps possible. Car plus on est exposé longtemps, plus on prend de risques. Lorsque j'achète au breakout, je réduis beaucoup mon exposition au risque parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la consolidation. Ici, vous pouvez le voir, je ne me suis pas exposé longtemps, j'ai pris mon argent et je suis parti. Ensuite, placer son stop. Avant d'entrer en position, il faut toujours se demander où est-ce qu'on va sortir si on a tort et si on a raison. Il faut toujours se préparer à avoir tort et anticiper dès le début le niveau qui invaliderait notre trade. Tous les traders, sans exception, prennent des pertes. Et savoir prendre ces pertes, ça fait partie du métier d'un trader, tout autant que savoir trouver de bonnes opportunités. Vous devez devenir un bon perdant. Vous devez apprendre à encaisser une perte sans que cela crée une frustration ou de l'énervement. Si vous n'anticipez pas le niveau auquel votre scénario s'invalide, vous allez avoir tendance à être têtu et à vouloir conserver une position perdante. C'est pour ça que je le répète, il faut toujours se demander où est-ce que vous placez votre stop avant d'entrer. Vous pouvez aussi vous poser deux questions qui vont vous permettre d'invalider ou valider votre scénario. Est-ce que l'action est toujours en hausse ou alors est-ce que l'action est toujours en tendance haussière? Si vous pensez que vous êtes toujours dans un mouvement haussier mais que vous voyez qu'un précédent plus bas a été franchi, alors peut-être que la tendance est en train de se retourner. C'est les graphiques qui vont vous donner les réponses. C'est aussi pour ça que si vous combinez avec l'analyse fondamentale, vous risquez d'être induit en erreur, parce que vous allez chercher à justifier un retournement de tendance par des arguments fondamentaux. Par exemple, vous achetez du LVMH. LVMH commence à se retourner. Et vous vous dites, certes, la tendance se retourne, mais ils font quand même des super sacs. Et vous allez finir par conserver la position, alors qu'au final, vous étiez dans un trade intraday. Il faut à tout prix éviter ce cas de figure. Si vous êtes en train de faire du fondamental, faites du fondamental, concentrez-vous sur les fondamentaux. Si vous faites du trading, concentrez-vous sur le trading. Si le graphique vous dit qu'il faut sortir, sortez. Point. Votre objectif en tant que débutant, c'est de ne pas encaisser de grosses pertes. Si vous avez tort, encaissez votre perte et passez à autre chose. Au début, c'est assez difficile, mais avec le temps, vous allez le voir, ça va se faire de plus en plus facilement. Les actions suivent le marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les actions vont suivre le même mouvement que l'indice de référence, à moins qu'il n'y ait une raison précise de ne pas le suivre. C'est à vous de trouver un catalyseur qui va permettre à une action de bouger différemment du marché. Alors j'en ai déjà évoqué certains, mais d'autres catalyseurs peuvent être par exemple les activités d'un fonds d'investissement, une nouvelle particulière, des résultats financiers, une annonce de fusion, etc., etc. Vous verrez avec l'expérience, vous commencerez à tous les connaître. Notre objectif est de trouver des actions qui vont bouger même si le marché ne bouge pas ou même si le marché baisse. Par expérience, j'ai constaté plus de momentum quand le marché était aussi fortement haussier, mais ça n'empêche pas de trouver des trades très intéressants le reste du temps. Une autre stratégie intéressante lorsque le marché est en baisse, c'est d'anticiper un rebond après un excès baissier. Par exemple, imaginez qu'une très mauvaise nouvelle tombe, sur une action par exemple, vous allez très souvent trouver un niveau à partir duquel l'action se met à rebondir. Ça s'explique parce que
les gens qui sont short, les gens qui ont parié à la baisse, ils vont devoir couvrir leur position. Et pour ça, ils doivent racheter l'action. Ce phénomène incite d'autres personnes qui sont short à couvrir leur position et ça crée ainsi plus de mouvements à la hausse. Il y a certains traders qui sont spécialisés dans ce genre de stratégie. Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais si ça vous intéresse, ça reste une bonne piste à creuser. Lorsque le marché est haussier, il faut aussi savoir si l'action qu'on est en train de regarder augmente parce que le marché est haussier ou parce qu'il y a une nouvelle en particulier qui l'a fait bouger. Si l'action augmente à l'unisson avec le marché, alors il vaut mieux être vigilant et faire attention à ce que le marché ne se retourne pas. Mais c'est surtout votre expérience qui va vous permettre de distinguer lorsqu'une action monte parce que le marché monte ou si elle monte grâce à son catalyseur. Retail contre institutionnel. Les traders retail sont des traders normaux, courants, à plein temps ou sur l'entend libre, mais ils ne travaillent pas pour une firme, c'est nous. On ne gère pas l'argent de quelqu'un d'autre. Les traders institutionnels, eux, représentent une grosse portion du capital et ils tradent pour le compte de leurs clients. Ils sont très agressifs et ils conservent généralement d'énormes positions. Nous, ce que l'on veut, c'est être du même côté que les institutionnels. Notre objectif, c'est de trouver où est-ce que l'action va se passer. On veut trouver où est-ce que les autres traders retail regardent parce que c'est là que les institutionnels vont essayer de manipuler le marché. Le plus souvent, ce sont les mêmes institutionnels qui vont faire en sorte que l'attention soit portée sur une action. Pour trouver où l'action se passe, on va utiliser tout simplement des scanners. Par exemple, on va chercher les actions qui sont en plus forte hausse à l'ouverture. Une autre façon de trouver où l'action se passe, c'est de regarder sur les réseaux sociaux comme Twitter ou dans certains Discord. Le mieux sur Twitter, c'est de trouver des traders qui ont l'habitude de trader les mêmes actions que vous. Et pour ça, après chaque séance, par exemple, vous allez taper le nom des actions que vous avez tradées sur Twitter et regarder qui en a parlé. Vous les suivez, et puis vous verrez que généralement, ils vont parler des mêmes actions que vous, quasiment tous les jours. Vous pourriez aussi essayer de trader des actions comme Apple. Le problème, c'est qu'elles bougent lentement, parce que ce sont de grosses capitalisations, et elles bougent principalement grâce à des algorithmes qui sont quand même difficiles à battre. D'ailleurs, pour compenser le manque de volatilité sur certaines actions, il y a des traders qui vont plutôt trader les options, parce que ça leur donne une forme d'effet de levier qui va leur permettre d'avoir de meilleurs résultats. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande au début, car cela demande quand même une compétence supplémentaire, à savoir maîtriser les options, et c'est malgré tout quelque chose d'assez complexe. Il faut être quand même bon en maths et il faut avoir étudié un certain temps le fonctionnement des options, les grecs, etc. Alors, qu'est-ce que je fais personnellement? Moi, je ne m'attarde pas sur les fondamentaux. Je ne traite pas les futurs ou le forex, je ne traite pas les options. Je traite principalement ce qu'on appelle les small caps US, c'est-à-dire les petites capitalisations américaines sur le NYSE et le Nasdaq. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les penny stocks, ce qu'on appelle l'OTC, over the counter. Et ça, c'est en gros de la daube, c'est trop illiquide, et donc je ne le traite pas. Mais ça reste des petites capitalisations. Mais il faut bien justement faire la distinction entre le fait que moi, je vais aller sur des marchés qui sont un peu plus cadrés, à savoir le NYSE et le Nasdaq, que l'OTC qui se fait en fait, en français, on dit de gré à gré. C'est-à-dire, en gros, vous allez trader directement sans intermédiaire avec un acheteur ou un vendeur. Alors, il m'arrive parfois de trader des capitalisations qu'on va qualifier de moyennes ou grandes quand elles sont vraiment volatiles. Je pense par exemple à Tesla, qui a tendance à avoir pas mal de volatilité malgré sa très grande capitalisation. Mais la plupart du temps, les meilleures opportunités, je les trouve sur les petites capitalisations. Alors, comment se déroule ma journée type? Alors, je commence ma journée généralement de trading vers 14 heures. Ça ne veut pas dire que je travaille pas le matin, hein. Je fais d'autres choses, notamment je travaille sur ces vidéos. Mais généralement, ma journée de trading va commencer vers 14 heures. Je vais commencer par lire 2 newsletters pour me tenir au courant de l'actualité. Donc, c'est les 5 Things You Need to Know to Start Your Day et Morning Brew. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Bon, il faut parler anglais, il faut lire l'anglais, il faut le comprendre. Après, je pense que si vous avez un logiciel de traduction, ça peut le faire aussi. Une fois que j'ai lu ça, 1 heure avant l'ouverture, je vais commencer à regarder mes scanners pour me faire une petite shortlist, une petite liste de ce qui va être intéressant sur la journée. Normalement, je peux déjà me faire une idée à ce moment-là des opportunités qu'il y aura sur la journée. Donc je regarde un peu aussi ce qui bouge ailleurs, hein. Je vais regarder le marché au global, les indices, les matières premières, les devises. Je vais me faire une idée un peu du sentiment de marché global à ce moment-là. Et puis vers 15 heures, c'est là qu'on va commencer à avoir des opportunités de trade jusqu'à 15h30.
Et donc je vais commencer parfois à trader ce qu'on appelle en pré-market, parce que là le marché n'a pas encore ouvert, il ouvre à 15h30, si je vois vraiment quelque chose d'intéressant. Je trade très rarement à l'ouverture à 15h30 car il y a énormément de volatilité. Je vais attendre une quinzaine de minutes que la volatilité retombe un peu, parce que généralement vous avez, enfin, ça part dans tous les sens. Et puis, donc de 15h45 à 16h30, je vais trader jusqu'à ce il y ait plus de runner, jusqu'à ce que le marché commence à se ramollir un peu. Après ça, ce que je fais généralement, c'est que je vais placer des alertes sur les actions qui ont bougé et qui commencent à consolider, au cas où elles se mettraient justement à refaire un mouvement à la hausse. Donc je place mes alertes et comme ça je suis prévenu si jamais un mouvement repart. Si jamais un mouvement repart, que je reçois une alerte, je me remets devant les écrans, mais généralement en fin de journée, c'est assez rare que ça arrive. Quand ça arrive, généralement c'est qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché, qu'il y a beaucoup de volume, donc je ne vais pas forcément quitter les écrans, mais ça arrive de temps en temps que une action qui a pris 70% en prenne encore 50 de plus vers 17h. Mais c'est quand même assez rare. Et donc en fin de journée, ce que je fais, c'est que je revois mes trades, je mets à jour mon journal de trading. Et c'est ça que je trouve fabuleux avec le trading, c'est que vous pouvez consacrer 2 heures par jour à votre trading et ça peut suffire. Alors, évidemment, le reste du temps, je fais souvent d'autres choses en rapport avec le trading. Par exemple, ça peut être du backtesting, ça peut être le fait de me former, ça peut être le fait de m'informer sur des sujets. Mais dans l'absolu, je pourrais n'y consacrer que 2 heures et quand même gagner de l'argent. Comme je vous l'ai dit, si je ne trade pas au-delà de 16h30, 17h, c'est simplement parce que généralement il y a moins de volume et donc moins d'opportunités. Et puis moins de volume, ça veut aussi dire plus de risques. En plus de ça, le fait d'être aux aguets toute la journée derrière son écran, surtout quand on est en début de soirée vers 19-20h, c'est particulièrement fatigant et ça a tendance à me pousser à l'erreur. L'objectif pour moi, c'est de prendre un ou deux trades et de partir. Il y a évidemment des exceptions à ça. Par exemple, pendant la frénésie des meme stocks, il y avait des opportunités et du volume tout au long de la journée. Mais c'est quand même assez rare. Et c'est vraiment quand il y a un environnement macro particulièrement favorable, ce qui dure généralement seulement quelques semaines. Alors, psychologie du trading et psychologie du trader particulièrement. Là, je vais vous donner un conseil important. C'est-à-dire que la plupart des traders gagnants s'éloignent rapidement des écrans. Les traders gagnants partent tôt. Les traders perdants, à l'inverse, s'acharnent. Je vous l'ai dit, pour moi, le moment le plus facile pour faire de l'argent, c'est entre 15h et 16h30. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Ce qu'il faut savoir quand on est débutant, c'est que trader quand on est frustré et qu'on veut se refaire, c'est le meilleur moyen de cramer son compte. C'est à vous d'identifier le moment où vous allez ressentir cette frustration pour vous éloigner des écrans. Plus globalement, la psychologie et votre façon de gérer vos émotions, c'est 80% de votre réussite en trading. Du moins, au début. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rédigé un e-book gratuit que vous allez pouvoir trouver en description qui répertorie tous les biais cognitifs qu'un trader peut rencontrer et qui vous explique comment ne pas y succomber. Profitez-en, c'est gratuit. Par expérience, je peux d'ailleurs vous garantir que vous allez rencontrer chacun de ces biais cognitifs. Et le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on est sujet à ces biais cognitifs. La plupart du temps, vous allez réagir par rapport à vos émotions sans même en avoir conscience. Il va falloir que ça vous arrive 10, 20, 50 ou même 100 fois avant que vous compreniez que c'est un biais cognitif qui vous pousse à répéter une erreur. Et en plus, je ne dis pas que quand vous avez identifié un biais, vous saurez immédiatement vous en défaire, mais au moins, vous saurez sur quoi vous concentrer. Il y a un autre point à retenir, c'est que plus de trading, ça ne veut pas dire plus de résultats. C'est un autre phénomène que j'ai pu remarquer. Plus un trader progresse, plus il est sélectif. Par conséquent, il prend moins de risques et peut se permettre d'augmenter la taille de sa position. C'est d'ailleurs ça qui permet à certains traders de faire exploser leur rentabilité. Un trader qui prendrait un trade sur la journée qui lui rapporterait 1000 euros aura sans doute intérêt à aller se reposer, faire du sport, se vider la tête pour être en forme le lendemain et pouvoir répéter l'opération. S'il s'épuise pour faire 200 euros de plus, il risque de le payer dès le lendemain. Mon objectif en tant que trader, c'est de trouver la meilleure opportunité de la journée et de la saisir. S'il n'y a pas d'opportunité, je préfère n'avoir rien fait que de perdre de l'argent en voulant forcer des trades. Généralement, je vous l'ai dit, je ne trade pas après 16h30, 17h. Si je le fais, alors ce sera vraiment exceptionnel. Par exemple, ça peut être quand une nouvelle sort en plein milieu de la journée, ce qui est quand même assez rare. Et il faudra qu'il y ait vraiment beaucoup de momentum. Et même dans ces cas-là, je serai encore plus vigilant et j'utiliserai plutôt des time frames 5 et 15 minutes plutôt que les habituels 1 et 5 minutes que j'utilise. Alors maintenant, on va voir ce qu'il vous faut pour trader. Alors d'abord, il vous faut des graphiques. Personnellement, j'utilise TradingView. Il va vous falloir des scanners. Là, moi, j'utilise TradingView et j'ai quelques petits programmes en Python.
il va vous falloir un broker. J'utilise Interactive Brokers. Il va vous falloir des outils pour suivre l'actualité. Moi, je regarde sur Benzinga et puis j'ai un certain nombre d'autres sites web que je vais regarder. Et puis enfin, il va vous falloir une plateforme de trading et j'utilise Das Trader Pro. Alors personnellement, c'est ma configuration, c'est-à-dire qu'elle est propre à ma façon de trader. Je pense qu'il faut que vous essayiez vous-même plusieurs configurations. Personnellement, j'ai eu tendance à commencer à copier ce que d'autres gens faisaient pour me rendre compte que ça ne me convenait pas et j'ai dû réajuster ensuite. Par exemple, je sais que les traders qui vont trader à la baisse, c'est-à-dire ceux qui vont shorter, ils préfèrent utiliser Cobra Trading comme broker parce que c'est moins cher et apparemment c'est plus facile de trouver des actions à emprunter. Autre exemple, il y a certaines personnes qui vont utiliser des plateformes de trading gratuites. Par exemple, il y a une plateforme gratuite qui est fournie avec Interactive Brokers qui s'appelle la Trading Workstations, TWS, mais sur certaines fonctionnalités très spécifiques, elle n'est pas, à mon sens, assez configurable. C'est pour ça que je préfère payer Das Trader Pro. Je vous ferai d'ailleurs un comparatif de ces deux plateformes dans une prochaine vidéo. Pour les scanners, je pense, à partir de ma façon de trader, qu'il y a ce qu'il faut sur TradingView. Je sais que certains traders vont utiliser une solution payante qui s'appelle TradeIDs. Personnellement, quand j'ai besoin de me créer des alertes très spécifiques et que je ne peux pas le faire avec TradingView, je vais coder un petit programme en Python. Si vous ne savez pas coder en Python, alors déjà je vous conseille d'apprendre parce que c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Mais sinon, vous pourrez dans le pire des cas utiliser TradeIDs pour une centaine de dollars par mois. Mais de toute façon, avant que vous ne puissiez plus utiliser TradingView comme scanner, il va déjà se passer un certain temps. Donc si vous êtes débutant, vous avez déjà assez à faire pour configurer vos scanners dans TradingView. Alors il y a un point que je veux relever aussi ici, c'est que ces outils sont quasiment tous payants. Quand on débute en trading, généralement, on ne veut pas dépenser d'argent. En revanche, il faut comprendre une chose, c'est que vous aurez forcément besoin de ces outils, enfin pas forcément ceux-là, mais vous aurez forcément besoin d'outils payants, notamment pour avoir des données en temps réel, par exemple. Et il vaut mieux payer ces outils lorsque vous faites du paper trading, lorsque vous faites du trading simulé, les payer pendant 6 mois, 1 an, le temps de devenir rentable, que de trader en réel, sans utiliser ces outils, et puis de cramer un compte de 1000 ou 2000 euros au bout de quelques semaines. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment comprendre. Vous allez forcément apprendre beaucoup plus de choses avec les bons outils que si vous n'avez pas les bons outils et que vous cramez votre compte en quelques semaines. Le trading, c'est une discipline qui prend du temps. Personne ne devient millionnaire en 3 semaines grâce au trading. Ou alors ceux qui le deviennent, généralement, c'est parce qu'ils ont 10 ans d'expérience avant d'avoir pu saisir des opportunités qui les ont rendus millionnaires en 3 semaines. Maintenant, je vais vous parler de la meilleure plateforme de trading. Ce qu'il faut, je ne dis pas que celle que j'utilise, qui est Das Trader, est la meilleure, mais ce qu'il me faut, moi personnellement, en tant que trader intraday, ce sont les short keys, c'est-à-dire les raccourcis clavier. Vous devez pouvoir entrer et sortir d'une position rapidement. L'avantage des short keys, c'est qu'ils vous permettent de placer des ordres en un instant. Je vais en parler plus en détail après. Autre point important, c'est le niveau 2. Le niveau 2, pour moi, c'est obligatoire. Le niveau 2, c'est quoi? En fait, c'est ce qui vous permet de voir le carnet d'ordre et les ordres qui sont exécutés en temps réel. Ça ressemble à ça. Ça rajoute une dimension à votre interprétation du marché. Comme je vous le disais, personnellement, j'utilise Das Trader qui coûte 175 dollars par mois, mais avant ça, j'utilisais la plateforme de trading d'Interactive Broker qui s'appelle la Trading Workstations, la TWS, et qui est gratuite, pourvu que vous ayez un compte Interactive Brokers. Si vous êtes intéressé par Interactive Brokers, je vous mets mon lien d'affiliation en description, sait-on jamais. Donc sur cette plateforme, vous allez avoir des short keys, vous allez avoir le level 2, le niveau 2. Il faudra juste payer une trentaine de dollars par mois pour avoir des données en temps réel. Je ne me rappelle plus exactement des prix, je vous laisse aller voir par vous-même. La Trading Workstation, elle suffit largement pour faire du paper trading. En revanche, personnellement, je trouve que son niveau 2 est difficile à lire, surtout quand il y a beaucoup de volume et que la plateforme peut parfois en fait être un peu lente. Ce qui risque de vous coûter très cher si vous tradez en réel sur de grosses positions. Le plus important, je le répète, c'est vraiment les short keys. Parce que vous faites du trading intraday sur des actions qui sont très volatiles. Il suffit parfois de quelques secondes pour que l'action perde 5 à 10%. Alors je vous rassure, avec le temps, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer et à anticiper. Mais il faut pouvoir être réactif. Maintenant, on va parler du levier. Parce que tous les débutants croient que c'est ce qui va leur permettre de devenir riches en un rien de temps. La plupart des brokers proposent du levier, du x2, du x3, du x4, du x50, j'en sais rien. Ce qui veut dire que si vous avez un compte avec 50 000 euros, si vous aviez un levier de 2, vous pourrez prendre des positions allant jusqu'à 100 000 euros. Vous pourrez prendre des positions allant jusqu'à 200 000 si vous avez un levier de 4. Vous avez compris l'idée. Donc ça consiste à trader avec le capital du broker. Et ça ne peut pas s'improviser. Plus tard, je vais vous montrer précisément
des techniques de risk management qui vont vous permettre de réduire votre risque et votre exposition tout en étant agressif. Mais vous ne devez surtout pas, je dis bien surtout pas, utiliser du levier si vous ne savez même pas ce que c'est que le risk management. Et quand bien même vous sauriez ce qu'est le risk management, vous devez avoir des règles de risk management appropriées pour pouvoir utiliser du levier. Donc, si vous êtes débutant, n'utilisez pas le levier. Passons maintenant à l'actualité et les news en direct. Comme je vous le disais plus tôt, je commence toujours ma journée en lisant 2 newsletters sur l'actualité. Généralement, quand une action va m'intéresser, quand une action va susciter mon intérêt, je vais d'abord regarder sur TradingView s'il y a une nouvelle, puis sur ma plateforme de trading DasTrader, puis sur Benzinga Pro. Si je ne trouve pas l'information qui fait bouger une action, je vais être plus prudent. Alors je vous rassure, pendant longtemps j'ai utilisé Benzinga gratuitement. Vous pouvez faire de même. Si vous allez sur Benzinga, vous aurez gratuitement les titres des articles et généralement ça suffit pour savoir ce qui fait bouger une action. Il faut aussi savoir se servir de Twitter pour le trading. Je vous conseille de vous faire un compte dédié et d'aller suivre, comme je vous le disais tout à l'heure, certains comptes qui produisent de l'information. Pas forcément des traders, mais il y a certains comptes qui sont dédiés à la production d'informations. Je pense notamment à Zero Hedge. L'avantage quand vous commencez à avoir un compte Twitter dédié et que vous avez un certain nombre de comptes que vous suivez qui vont être pertinents par rapport à votre style de trading, c'est que vous pouvez en quelques minutes avoir une très bonne idée du sentiment de marché. D'ailleurs, c'est aussi souvent par Twitter que les grosses news macro vont sortir en premier. Autre astuce, je vous conseille d'activer les notifications sur Bloomberg News et le Wall Street Journal. Ça va vous permettre de rester informé de ce qui pourrait faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre. Alors, personnellement, les news macroéconomiques, normalement, elles n'affectent pas beaucoup mon trading. Mais ça me permet juste de savoir s'il faut être un peu plus prudent ou être aussi informé quand on aura peut-être un moment d'euphorie. Si une bonne nouvelle sort d'un point de vue macroéconomique et que l'indice américain, le S&P 500, se met à faire un rallye haussier, il y a quand même de fortes chances pour que les actions que je surveillais suivent le mouvement et ce, de manière excessive. C'est-à-dire que ça va extrapoler ce mouvement à la hausse. Alors, je ne conseille pas de trader directement ce genre d'événement au début, mais il est important de s'en imprégner quand ça se présente. Parce qu'avec le temps, vous allez reconnaître quand un rallye peut prendre forme, ou alors quand c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire quand on peut croire à un rallye, mais qu'en fait finalement le marché se retourne subitement et passe la journée à baisser. En ce moment, il y a beaucoup de sujets autour de l'inflation, de la croissance, etc. Ce sont des nouvelles qui sont quand même assez difficiles à interpréter. Et il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir déterminer si elles peuvent être vecteurs d'un mouvement haussier ou si c'est tout simplement ce qu'on appelle un bull trap. Et c'est d'ailleurs le sujet de la partie qui suit. Vous devez garder un œil sur le marché. Vous devez comprendre ce qui fait bouger le marché. Ça, je pense que c'est une discipline à part entière et que on apprend continuellement. Il n'y a pas besoin d'être un expert, mais soyez curieux, essayez de comprendre la macroéconomie, essayez de comprendre la monnaie, essayez de comprendre comment fonctionnent les dettes, etc. Ça vous permettra de savoir pourquoi certains chiffres sont plus attendus que d'autres. Pourquoi, dans certains contextes, ils peuvent avoir plus ou moins d'importance. Il est aussi primordial de comprendre l'ambiance globale du marché, ce qu'on appelle le sentiment de marché. Là, ça va dépendre de votre propre interprétation. Alors, au fur et à mesure, vous trouverez vos propres outils. Je vous conseille quand même de regarder le calendrier économique sur investing.com, investing.com, je vous mets le lien en description. C'est très pratique quand on débute parce qu'il trie les données selon leur ordre d'importance. Et cet ordre d'importance, quand on débute, on ne le connaît pas forcément. Cette analyse globale du marché, c'est ça qui va vous permettre d'ajuster votre prudence ou votre agressivité. Vous voulez être agressif quand les marchés sont forts. Vous devez donc apprendre à ajuster votre risque aux conditions de marché. Parfois, les conditions de marché sont évidentes, il y a un consensus, tout le monde achète ou tout le monde vend. Un investisseur vous dirait qu'il faut se méfier de ces périodes parce que ce sont souvent les périodes où vont s'opérer les retournements, mais en tant que trader, vous devez profiter à fond de l'euphorie ou de la panique jusqu'au bout. N'essayez pas d'anticiper le retournement. Tant que vous voyez qu'il y a de l'euphorie, tant que vous voyez qu'il y a du volume, tant que vous voyez qu'il y a des mouvements paraboliques, il faut continuer à être agressif. De toute façon, en tant que day trader, vous avez une time frame qui est relativement basse, donc vous serez un des premiers informés lorsque le retournement commence vraiment à s'opérer. L'avantage qu'on a quand on est day trader intraday, c'est qu'on rentre et qu'on sort en un instant. On ne garde pas de position pendant la nuit et donc on ne subit pas les retournements brusques qu'il peut y avoir d'une journée sur l'autre. Personnellement, je trouve que le meilleur indicateur du sentiment de marché, c'est le nombre d'actions qui vont ouvrir avec un gap haussier. Quand il y en a beaucoup,
je sais que le marché est optimiste et qu'il y aura des opportunités sur la journée. Et à l'inverse, quand il y en a peu ou pas, généralement, il y aura peut-être une ou deux occasions dans la journée, mais il faudra en plus être prudent et avoir la patience de ne pas forcer les trades. Un autre indicateur important, c'est de regarder le SPY. Le SPY, c'est un ETF qui reproduit les mouvements du S&P 500. Alors, regardez la tendance du SPY. Est-ce qu'il est dans un range haussier? Est-ce qu'il vient de rebondir sur un support? Est-ce qu'il vient de casser un support? Est-ce qu'il n'est pas trop étendu à la hausse? Certains vont utiliser par exemple des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs. En tout cas, vous devez regarder ce que fait le SPY sur plusieurs échelles de temps pour vous faire une idée des conditions de marché et du sentiment global de marché. Au début, l'objectif c'est surtout de comprendre comment se comporte le SPY. N'essayez pas d'anticiper ce qu'il va faire avec des indicateurs, ça ne marchera probablement pas. D'ailleurs, il y a des gens qui ne tradent que le SPY. Et donc savoir anticiper des mouvements sur le SPY, c'est un métier et ça prend des années. Vous, ce qui vous intéresse avec le SPY, c'est d'avoir une photo du sentiment actuel et passé du marché. Trader une stratégie. Alors ça, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ce slide-là, c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Vous devez trader une stratégie. Je sais à quel point les gens négligent ce point, notamment parce que les trois quarts des gens qui parlent de trading n'évoquent jamais leur stratégie. Je parle des gens sur Twitter principalement. Quand je regarde les gens qui sont les plus suivis sur Twitter, ils parlent des marchés, ils parlent de certains indicateurs, mais ils parlent jamais des mêmes indicateurs, ce qui est bien la preuve qu'ils n'ont pas une stratégie définie. Donc je vous le dis, si vous tradez de l'argent en réel, vous devez avoir une stratégie qui est écrite noir sur blanc. Votre stratégie, elle doit être prouvée sur des données historiques et vous devez prouver que vous êtes performant dans votre trading. Sinon, ça ne sert à rien d'être trader, autant être investisseur long terme, acheter des ETF et vous verrez, vous aurez une très bonne performance. Ce que je vous conseille, et parce que je ne peux pas vous y contraindre, c'est de ne faire que du trading en paper trading, que de la simulation, avant d'avoir une stratégie qui fonctionne. Ça peut vous prendre 3 semaines, ça peut vous prendre 3 mois, ça peut vous prendre 3 ans, mais tant que vous n'êtes pas rentable en simulation, en paper trading, ne tradez pas en réel. Autre point important, quand bien même vous seriez rentable, et ça je pense que vous vous en doutez si vous êtes rentable, ne tradez pas en réel une nouvelle stratégie. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, j'espère que ce serait ça. Avoir une stratégie, c'est quelque chose que vous devez prendre très au sérieux. Parce qu'une fois que vous saurez contrôler vos biais psychologiques, je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça n'est pas difficile, mais une fois que vous saurez le faire, c'est généralement votre stratégie qui va déterminer votre performance. Donc vraiment, soyez très pointilleux là-dessus. Et pour ça, vous allez devoir trouver votre place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver votre niche. Est-ce que vous êtes plutôt bon pour trouver des retournements, pour trouver des breakouts? Est-ce que vous êtes plutôt bon sur des time frames de 5 minutes, 1 heure, une journée? Peut-être que vous préférez le price action, peut-être que vous préférez les indicateurs, peut-être que vous préférez l'order flow. Ce qu'il y a, c'est que vous devez trouver ce qui vous convient. Et pour ça, la seule manière de faire, c'est de suivre vos trades, encore une fois de préférence en simulation, et revoir les données pour voir où est-ce que vous êtes bon et où est-ce que vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous allez sûrement être très étonné de ce que vous allez découvrir. Apprendre à trader, c'est un peu comme un énorme puzzle. Vous allez apprendre des choses dans cette vidéo, vous allez en apprendre d'autres dans des livres, dans d'autres vidéos, vous allez en apprendre par votre expérience, vous allez en apprendre en discutant avec d'autres traders, et petit à petit, vous allez créer votre propre puzzle, et ça sera grâce à ça que vous aurez trouvé votre propre stratégie. Ce que je peux vous conseiller, encore une fois c'est très important, c'est de devenir bon avec une stratégie. L'important c'est que vous trouviez et que vous maîtrisiez d'abord une stratégie. Il vous suffit en fait seulement d'une seule stratégie pour être rentable et pour pouvoir vivre du trading. Et cette stratégie, il n'y a pas de secret, vous allez la trouver grâce au temps que vous allez passer à étudier les marchés. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de survivre, voire de ne pas prendre de risques du tout avec votre propre capital avant d'avoir trouvé cette stratégie. Si vous n'avez plus de capital, vous allez être découragé, vous allez vouloir abandonner, vous allez vous dire le trading c'est pas pour moi, je passe à autre chose. Restez en simulation, prouvez que vous pouvez être rentable et vous pourrez devenir rentable et vous pourrez devenir trader. Il n'y a qu'une chose qui va faire que vous pourrez devenir un trader rentable, c'est le temps et l'implication que vous allez y consacrer. Une fois que vous aurez trouvé cette stratégie, très simple, vous n'avez plus qu'à attendre qu'elle se présente et optimiser la façon dont vous pourrez identifier lorsque cette stratégie se présente sur le marché, lorsque votre setup se présente sur le marché. Ça peut vouloir dire ajuster vos scanners, ça peut vouloir dire trouver l'heure à laquelle elle se présente le plus souvent, ça peut vouloir dire chercher le type d'actif sur lequel elle se présente le plus souvent, etc. etc. Mais concentrez-vous uniquement sur une stratégie au début, essayez de l'optimiser au maximum. Ce qu'il faut faire,
Ce que vous devez faire, c'est devenir un monomaniaque de cette stratégie et ne rien faire tant qu'elle ne se présente pas. Vous devez pouvoir, en tant que trader, rester des jours entiers à regarder les écrans sans prendre le moindre trade si votre setup ne se présente pas. Une fois que vous aurez fait vos preuves avec une stratégie, vous pourrez commencer à en chercher d'autres. Mais ne faites pas l'erreur de croire qu'il y a toujours mieux, que ce nouvel indicateur qu'on vient de vous montrer est révolutionnaire, ou encore que c'est cette stratégie que tel influenceur vous a présentée qui va vous rendre rentable. Je le répète, concentrez-vous sur une stratégie, maîtrisez-la et vous pourrez devenir rentable. Personnellement, ma stratégie préférée, c'est une stratégie de momentum, c'est-à-dire que je me concentre sur les mouvements paraboliques des actions, surtout sur les small caps américaines. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Pour rappel, en description, je vous mets le lien vers mon ebook gratuit sur la psychologie du trader. Très important, je vous conseille de le lire. C'est gratuit, profitez-en. C'est un très bon complément à cette vidéo si vous êtes débutant. Je vous recommande vraiment de le lire. Et je vous rassure, il fait juste une vingtaine de pages, donc ça se lit très vite. Enfin, si vous aviez appris quelque chose et que la vidéo vous a plu, pensez évidemment à mettre un like, parce que ça me motive à en faire de nouvelles. Et évidemment, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, pensez également à vous abonner. Allez, ciao!